Il est l'heure de Business Matin, chers téléspectateurs, et vous êtes sur Business 24 Africa. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Lodamas, comme d'habitude. Monsieur Lodamas, il est journaliste à PME Magazine, il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et avec lui, nous allons faire la partie de la gestion de portefeuille. Notre thème que nous avons traité à l'émission précédente, c'était la première partie et là nous sommes à la deuxième partie. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Nous reviendrons tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Bonjour Monsieur Lodamas. Bonjour Madame. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Voilà, je disais tantôt que nous allons parler de la deuxième partie de la gestion de portefeuille avec vous. D'accord. Voilà. Et pour commencer, nous allons rappeler un peu la première partie, on va dire les grandes parties de la première partie, de la gestion de portefeuille. D'accord. Donc, la dernière fois, on a abordé le thème de la gestion de portefeuille en présentant d'abord la procédure d'investir en bourse. D'accord. On avait dit que pour investir en bourse, il faut d'abord ouvrir un compte bancaire et ensuite ouvrir ce qu'on appelle un compte titre dans une SGI. SGI qui est l'abréviation de Société de gestion et d'intermédiation. Donc, c'est en ouvrant le compte titre dans une SGI que vous pourrez transmettre des ordres à cette SGI qui va maintenant les acheminer au niveau du marché boursier. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on avait expliqué un peu comment est-ce qu'il fallait choisir sa SGI, où on disait qu'il fallait faire une sorte de prospection auprès d'au moins 3 SGI, faire la comparaison des prix, voir, vérifier la réactivité de la SGI, en tout cas, faire un certain nombre de comparaisons au maximum, de sorte à choisir la SGI qui répond le plus aux attentes de l'investisseur. Et après aussi, on a abordé même le cœur même du sujet, c'est-à-dire la gestion de portefeuille. On a défini ce que c'était qu'un portefeuille. On a aussi dit que la gestion de portefeuille consistait, en fait, c'était une activité qui consistait donc à administrer le portefeuille d'un client, à administrer le compte titre d'un client. Et on avait aussi dit que le gestionnaire de portefeuille a la possibilité de donner des conseils, de formuler des recommandations pour les investisseurs. Et on a terminé avec les différentes offres de gestion de portefeuille. On avait parlé de la gestion sous mandat, de la gestion directe et aussi de la gestion conseillée. D'accord. Voilà. Merci pour le rappel, Monsieur Lodamas. Et on va commencer avec la deuxième partie. Nous allons nous intéresser à la démarche du gestionnaire de portefeuille. Exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet pour parler un peu de la démarche menée par un gestionnaire de portefeuille. C'est-à-dire celui qui occupe la responsabilité de gestionnaire de portefeuille. Comment est-ce qu'il s'y prend concrètement? Quand il travaille avec l'investisseur, quelle est la démarche qu'il suit en tant que gestionnaire de portefeuille? Et cette démarche se stipule en 3 grandes phases. Il y a la première phase qui est la planification, la seconde phase qui est l'exécution et la troisième phase qui est la réaction. Donc, en quoi consiste la planification, en quoi consiste l'exécution? Ce sont ces 2 aspects que nous allons voir aujourd'hui. Et dans la troisième partie de cette émission, nous allons expliquer ce que c'est que l'exécution, ce que c'est que plutôt la réaction. Parce que la réaction prend en compte le suivi, l'évaluation et le rééquilibrage du portefeuille. Cela, nous allons le détailler dans une autre émission. Dans une prochaine émission. Voilà, tout de suite, nous allons passer à la planification. D'accord. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Alors, donc, avant que le gestionnaire de portefeuille ne commence à travailler en tant que tel avec l'investisseur, il faut une séance de travail. Il faut une séance de travail, il faut un questionnaire élaboré par le gestionnaire de portefeuille et adressé à l'investisseur. D'accord. OK? Donc, avant même d'y arriver, la première étape qui est la planification, il y a 2 phases dans la planification. Et donc, dans la planification, la première phase
consiste pour le gestionnaire de portefeuille à définir les objectifs et les contraintes de l'investisseur. D'accord. OK? Donc ça, c'est le premier palier. Aujourd'hui, on sera très pédagogue dans notre démarche parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc, je profite mieux faire comprendre aux téléspectateurs. Voilà, pour encourager les téléspectateurs à vraiment prêter attention à tout ce qui sera dit aujourd'hui parce qu'on va se mettre dans la peau d'un professeur pour expliquer un certain nombre de termes. Donc, la planification, première étape de la planification, c'est la définition des objectifs et des contraintes de l'investisseur. Et cette première étape, on l'appelle également la situation de l'investisseur. OK. Donc, comment on fait pour dresser donc la situation de l'investisseur? Première étape même de cette phase, comment on appelle, le gestionnaire de portefeuille et le client vont fixer ce qu'on appelle les objectifs de rendement. C'est-à-dire le client va par exemple dire à son gestionnaire de portefeuille que je souhaite par exemple au terme de l'année, ou bien un mois après, ou bien 3 mois après, je souhaite que mon portefeuille évolue par exemple de 10%, de 30%, de 40%. C'est ce qu'on appelle l'objectif de rendement. Donc le portefeuille doit dégager une rentabilité de combien et sur quelle période. Donc cet objectif-là, il est important qu'il soit d'avance fixé d'un commun accord avec le client du gestionnaire de portefeuille. Donc le client du gestionnaire de portefeuille, c'est l'investisseur. Donc l'investisseur rencontre son gestionnaire et définit et fixe son objectif de rendement. Première étape. Seconde étape, l'investisseur va également présenter ce qu'on appelle son niveau de risque. L'investisseur va dire au gestionnaire de portefeuille: je vous confie 1 milliard, mais psychologiquement, je suis prêt à perdre au maximum peut-être 30% de cette somme. OK? Donc, les 30% qu'il va préciser, c'est ce qu'on appelle le niveau de perte. D'accord. OK? Donc, à travers les 30%, on évalue ainsi la perte que l'investisseur est prêt à tolérer au niveau du marché. Donc, le gestionnaire de portefeuille doit prendre cela en compte, fixer le niveau de risque de l'investisseur. Troisième étape, le gestionnaire de portefeuille va définir ce qu'on appelle l'horizon de placement. L'investisseur arrive, il va injecter de l'argent sur le marché boursier et il va dire par exemple 6 mois après, ou bien un an après, ou bien 2 ans après, je souhaite que mon objectif de rendement soit réalisé par exemple. Donc l'horizon de placement, c'est la période sur laquelle, enfin la période au bout de laquelle l'investisseur veut voir ses objectifs atteints. Donc il y a des investisseurs qui interviennent sur le marché et qui se fixent comme horizon de placement par exemple une période de 3 mois. Il y en a, c'est une période d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Donc chaque investisseur a son horizon de placement à lui. Donc le gestionnaire de portefeuille doit prendre connaissance de l'horizon de placement de son client parce que c'est une donnée fondamentale pour après mettre en place la stratégie d'investissement. Tout à fait. Donc après l'horizon de placement, le gestionnaire de portefeuille doit être capable de recueillir la fréquence du besoin de liquidité de son client. Le client va par exemple dire: moi, chaque fin de mois, il me faut de la liquidité pour pouvoir peut-être faire face à certaines charges familiales, etc. D'autres personnes vont dire par exemple: moi, c'est plutôt chaque fin de trimestre, mais chaque fin d'année, mais chaque... je sais pas. Ça dépend de tout va dépendre de chaque investisseur. Donc, le gestionnaire de portefeuille doit être capable d'évaluer la fréquence à laquelle le gestionnaire pourra, par exemple, émettre un besoin de liquidité. Ça, c'est très important. Et puis, dernier élément, le gestionnaire de portefeuille doit intégrer également les préférences de l'investisseur. Vous allez voir, par exemple, il y a des investisseurs musulmans, par exemple, qui vont dire: nous, on ne veut pas investir dans des sociétés qui interviennent dans le secteur de l'alcool. C'est cela. Par exemple. D'autres personnes vont dire: bon, moi, je n'aime pas trop les titres agricoles. Certaines personnes vont également dire: moi, je ne me sens pas trop dans les titres, dans les valeurs bancaires, par exemple. Donc, l'investisseur a ses préférences en termes de secteur d'activité, en termes de titres. Donc, à l'initiative, déjà, quand on est en train de déterminer les objectifs et les contraintes, il faut prendre ces éléments en compte. Il faut intégrer les préférences de l'investisseur. Ça fait partie justement des contraintes. D'accord. Voilà. Donc,
tous ces éléments-là réunis permettent de dresser ce qu'on appelle la situation de l'investisseur. D'accord. C'est donc la première étape de la planification. D'accord. Donc, on va directement à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape de la planification va consister donc à mettre en place ce qu'on appelle la politique de placement. D'accord. Donc, comment on appelle, le gestionnaire de portefeuille se sert de toutes ces informations recueillies auprès de l'investisseur et maintenant va mettre en place ce qu'on appelle la politique de placement. Donc, la politique de placement à mettre en place par les gestionnaires de portefeuille s'appuie sur la situation de l'investisseur. D'accord. D'accord? Donc, ça, c'est l'élément fondamental sur lequel la politique de placement s'appuie. Et maintenant, la première étape au niveau de la politique de placement consistera donc à dresser ce qu'on appelle l'allocation des actifs. D'accord. Je rappelle, à titre, avec un objectif pédagogique, l'action est un actif, l'obligation aussi est un actif. Maintenant, comment est-ce que le portefeuille du client sera composé? Quelle sera la répartition en termes de pourcentage du portefeuille du client? C'est-à-dire quoi concrètement? On peut dire par exemple que le client va investir 50% de son argent dans les actions et 50% de son argent dans les obligations par exemple. Ça, c'est une forme d'allocation, 50%, 50%. On peut également dire, si l'investisseur est beaucoup plus porté sur le risque, il peut par exemple dire que lui va injecter 75% de son argent dans les actions et seulement 25% dans les obligations. Et donc cette façon de faire, de dire 75% pour tel titre et pour tel actif et 25% pour tel actif, c'est ce qu'on appelle l'allocation des actifs. C'est-à-dire qu'on détermine le pourcentage de chaque actif. D'accord, c'est bien compris. Ok, donc après cela, après avoir dressé l'allocation des actifs, on va maintenant faire ce qu'on appelle le choix du style d'investissement. Et il y a plusieurs styles d'investissement qui existent. Il y a ce qu'on appelle la spéculation. Peut-être que l'investisseur va dire, par exemple, s'il est beaucoup plus porté sur la liquidité, il va dire, moi, je veux faire de la spéculation. Je veux que vous puissiez entrer, acheter des titres, attendre quand ces titres vont monter en termes de valeur et revendre ces titres pour encaisser des plus-values. Ça, c'est un spéculateur. Il y a un autre style d'investissement qu'on appelle l'épargne. L'investisseur peut dire, par exemple, chercher à acquérir des titres pour moi, mais moi, mon objectif, c'est d'avoir le maximum de dividendes. Donc, privilégier les titres, les sociétés qui servent de bons dividendes en fin d'année. C'est quelqu'un, par exemple, qui veut épargner. Et donc, en termes de style d'investissement, ça peut être la spéculation, ça peut être l'épargne, ça peut être aussi ce qu'on appelle le stock picking, ça peut être le top-down. C'est-à-dire, en matière de top-down, on part d'une analyse macroéconomique, on analyse l'environnement de façon globale et en fonction de cela, on débouche sur des secteurs d'activité et des titres vraiment précis. Donc le top-down également, c'est une forme, c'est un style d'investissement. Donc il y en a vraiment plusieurs. Et donc, à partir de cette étape, au niveau de la construction de la politique de placement, on va définir, on va choisir donc un style d'investissement. Après avoir choisi le style d'investissement, on débouche évidemment sur la stratégie d'investissement. La stratégie d'investissement va consister à choisir les secteurs d'activité, à choisir le style d'investissement, à préciser également la période, les périodes au cours desquelles l'investisseur va injecter de la liquidité au niveau du marché. On peut dire par exemple, chaque fin de semaine, on va investir à hauteur de peut-être 100 000, 1 million, 500 000 sur le marché. Donc les périodes seront précisées, le style sera choisi, les différents volumes d'intervention seront précisés et même les montants aussi seront déterminés. Donc tous ces éléments vont constituer donc la stratégie d'investissement. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le calendrier de révision du portefeuille. Le style d'investissement a été choisi, la stratégie d'investissement a été déterminée. Maintenant, le gestionnaire de portefeuille et le client et l'investisseur s'entendent sur une période de révision du portefeuille. Donc, un calendrier sera dressé pour dire, par exemple, chaque fin de mois ou bien chaque fin de semaine, l'investisseur et son gestionnaire vont s'asseoir pour passer en revue le portefeuille, pour faire une sorte de bilan et voir comment réajuster, par exemple, la stratégie d'investissement. Donc, voici en fait comment se présente la politique d'investissement. Elle part de la situation de l'investisseur en passant par
tout ce qui est allocation des actifs, tout ce qui est choix du style d'investissement, tout ce qui est définition de la stratégie d'investissement et tout ce qui est aussi précision du calendrier de révision du portefeuille. D'accord. Ok, on arrive maintenant au dernier élément, l'exécution. Alors, donc, après avoir mis en place le plan, après avoir dressé tout ce qui est, après avoir fini avec le volet planification, ce qui a été planifié, ce qui a été conçu en termes de stratégie, doit maintenant être exécuté sur le marché par le gestionnaire de portefeuille. D'accord. Donc, on passe maintenant à la seconde phase, qui est la phase d'exécution. Alors, comment est-ce que ça se passe au niveau de cette phase? La phase d'exécution commence dans un premier temps par une phase d'analyse du marché. D'accord. Donc, l'investisseur va analyser le marché pour essayer de détecter toutes les opportunités d'investissement. Son gestionnaire aussi? Oui, c'est d'un commun accord en fait. Le gestionnaire suit le marché à sa façon, mais vous, en tant qu'investisseur, quelle que soit la formule de gestion que vous aurez choisie, moi, je conseille aux investisseurs de quand même suivre le marché. D'accord. Là, c'est lorsque vous y connaissez, en fait. Oui, même mais si quand vous ne vous y connaissez pas. Mais, ok, même si vous ne vous y connaissez pas, il est important que vous puissiez vous intéresser au marché pour justement apprendre à connaître le marché. D'accord. Parce que si vous laissez tout dans la main du gestionnaire de portefeuille, il peut se tromper, il peut faire même une mauvaise appréciation du marché. Alors que si vous connaissez d'une certaine façon le marché, vous pouvez ne pas être d'accord sur certaines positions de l'investisseur. Moi, je suggère qu'il y a quand même un minimum de débat, même si votre portefeuille est placé sous mandat de gestion. D'accord. Et ça contribue justement au développement de la culture boursière des investisseurs particuliers. Donc, il est important que tout le monde, que les investisseurs, puissent vraiment s'intéresser à l'évolution du marché. D'accord. Donc, à ce niveau, il faut s'intéresser à, comment on appelle, à l'analyse du marché. Nous avons parlé donc de deux grandes formes d'analyse. L'analyse technique, où on se fie seulement à tout ce qui est graphique, tout ce qui est évolution technique du marché. Oui. Et on a l'analyse fondamentale, où on tient beaucoup plus compte de tout ce qui est données macroéconomiques, tout ce qui est ratio économique, financier, situation des états financiers, etc. de l'entreprise. Donc, première étape, on analyse le marché et on détecte les opportunités d'investissement. Première étape. Seconde étape, après avoir identifié les opportunités d'investissement, l'investisseur va maintenant sélectionner ses titres. D'accord. Il va sélectionner ses titres et il va choisir les différents secteurs d'activité dans lesquels il veut investir. Ok. Ok, mais je l'ai dit au préalable, il faut qu'il analyse bien le marché. Oui. Le marché étant analysé, vous avez en face de vous certaines opportunités. Donc, vous sélectionnez maintenant les secteurs d'activité. Au-delà même des secteurs d'activité, vous sélectionnez chaque titre sur lequel vous souhaitez investir. D'accord? Troisième étape, après avoir sélectionné les différents titres, vous définissez les différents volumes et les différents prix. Vous pouvez dire par exemple, c'est un exemple que je donne, que les téléspectateurs puissent vraiment voir en image. Vous pouvez dire par exemple, il faut acheter 100 actions Uniwax à un prix minimum de peut-être 25 000 francs. Acheter 10 actions EcoBank à un prix minimum peut-être de 50 francs. C'est un exemple que je donne. Ensuite, si tous ces éléments sont définis, vous transmettez maintenant vos ordres à la SGI. Ok? Le gestionnaire va recevoir ces différents ordres. Il va les acheminer en interne, au niveau des traders, et les traders vont exécuter ces ordres-là sur le marché. Et après avoir exécuté les ordres, il y a un feedback qui sera fait à votre gestionnaire, et le gestionnaire de portefeuille doit normalement vous faire parvenir ce qu'on appelle l'avis d'opérer. L'avis d'opérer, c'est un document qui retrace un peu les ordres qui ont été validés par le marché, les conditions même de validation, c'est-à-dire le volume, le prix et le montant global qui a été investi sur le titre. Faut qu'il y ait au moins une traçabilité. Voilà, justement, pour qu'il y ait une traçabilité. Donc, voici en gros comment est-ce que se déroule la seconde phase, qui est la phase d'exécution. Vous analysez le marché, vous transmettez vos ordres au gestionnaire, il les achemine au niveau des traders. Les traders exécutent les différents ordres. Ils font un retour au gestionnaire de portefeuille qui également vous fait un feedback à travers un avis d'opérer. D'accord. C'est bien compris, monsieur Lodamas. C'est tellement passionnant. Voilà, on n'a pas assez de temps. Voilà, on n'a pas assez de temps. On aurait voulu vraiment entrer dans les détails.
Mais si vous avez besoin de détails, si vous avez besoin d'explications, vous pouvez nous contacter. Monsieur Lo sera disponible pour vous les donner. Voilà, Monsieur Lo Damas, c'est ici que nous allons terminer notre émission. Merci vraiment d'être passé sur notre plateau. Merci. La troisième partie, la semaine prochaine. La troisième partie, ça sera la réaction. Après avoir exécuté donc la stratégie d'investissement, maintenant on passe à la réaction. Comment est-ce qu'on suit un portefeuille? Comment est-ce qu'on évalue un portefeuille? Comment est-ce qu'on passe à la phase de rééquilibrage du portefeuille? Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à la prochaine émission. Rendez-vous à la prochaine émission, c'est dit. Monsieur Lo Damas l'a dit. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'est ici que nous vous disons au revoir et à très bientôt sur Business 24 Africa.